Claire Dubois, 29 ans, ingénieure aéronautique titulaire d'un doctorat de Polytechnique Paris, fit irruption dans le garage le plus décrépit de Créteil, au volant de sa Porsche 911, qui dégageait autant de fumée qu'une vieille locomotive. Elle était au comble du désespoir. Dans 48 heures, elle devait présenter le prototype d'un moteur révolutionnaire destiné à transformer l'industrie automobile. Or, le système était totalement hors service. L'ensemble des ingénieurs d'Europe s'y étaient cassé les dents. Son regard se posa sur le mécanicien qui lui faisait face. Julien Moreau, 31 ans, vêtu d'un bleu de travail maculé de graisse, les mains calleuses, détenteur d'un simple baccalauréat technique. Poussée par la détresse, elle lui lança le défi qui allait bouleverser leurs existences. « Si vous parvenez à réparer ce moteur qu'aucun ingénieur n'a su remettre en état, je vous épouse. » Un rire sarcastique lui échappa, convaincu de l'impossibilité de la tâche. Je la fixai droit dans les yeux et rétorquai « Marché conclu, madame la docteure ». Les événements des 48 heures suivantes allaient démontrer que le génie n'a que faire des titres académiques. Paris, septembre 2024. Le garage Moreau & Fils, à Créteil, avait des allures de cimetière pour automobiles. Cependant, cette façade délabrée dissimulait l'un des secrets les mieux gardés de la mécanique en Île-de-France. À 31 ans, avec mon baccalauréat technique en poche, j'avais des mains qui communiquaient avec les moteurs comme d'autres avec des instruments de musique. Ayant grandi entre les clés à molette et l'huile de vidange dans le garage familial, j'avais développé une passion qui me distinguait des autres mécaniciens. Je ne me contentais pas de réparer, je comprenais les machines d'une manière quasi surnaturelle. Je pouvais déceler une anomalie au son, percevoir des problèmes invisibles pour les autres, et possédais une intuition qui surpassait n'importe quel manuel technique. Ce matin de septembre, j'étais affairé sur une Renault 5 Alpine de 85, lorsque j'entendis le vrombissement caractéristique d'une Porsche 911 turbo. Le moteur octait, crachotait, produisant des bruits anormaux. Je levai la tête et vis descendre du véhicule la plus belle femme que j'ai jamais vue, et aussi la plus furieuse. Claire Dubois, 29 ans, était la fierté de Polytechnique Paris. Diplôme d'ingénieur aéronautique avec mention, doctorat en propulsion avancée et 3 brevets internationaux à son actif. Elle travaillait pour Pinnacle Motorsports, une start-up qui bousculait l'industrie automobile avec ses moteurs hybrides de nouvelle génération. Elle était vêtue d'un tailleur gris impeccable, ses talons martelant le béton, et portait un sac en cuir dont la valeur dépassait mon salaire mensuel. Ses cheveux blonds étaient sagement relevés en un chignon parfait, et ses yeux bleus lançaient des éclairs de frustration. D'un ton glacial, Claire m'exposa la situation. Cette Porsche abritait un moteur prototype d'une valeur de 2 millions d'euros, en panne depuis 3 semaines. Les plus grands ingénieurs d'Europe avaient capitulé. Je m'approchai et soulevai le capot, restant bouche bée. Ce n'était pas un moteur ordinaire, mais un chef-d'œuvre d'ingénierie, un système hybride doté de technologies que je n'avais aperçues que dans des revues de spécialisées. Quand je suggérai que le problème ne résidait peut-être pas dans la complexité du moteur, mais dans la manière de l'aborder, Claire éclata d'un rire méprisant. Un mécanicien de banlieue donnant des leçons à des ingénieurs diplômés? J'écoutais le moteur tourner pendant 30 secondes, puis je diagnostiquais le problème, un retard de 3 millisecondes dans la synchronisation entre les parties électriques et thermiques. Claire en resta pétrifiée. Comment pouvais-je savoir cela sans même consulter les données? Je lui expliquai que le moteur me l'avait confié. C'est alors que Claire, à bout de nerfs, après des semaines d'échecs, lança le pari qui allait tout changer. Si je réparais ce moteur, elle m'épouserait. J'acceptai sur le champ, mais en posant 2 conditions, un délai de 48 heures et que Claire reste pour m'assister. J'avais autant besoin de son cerveau qu'elle avait besoin de mes mains. Claire balaya du regard le garage délabré, puis ce mécanicien qui la dévisageait avec une assurance déconcertante. Elle devait être folle ne serait-ce que d'envisager une telle proposition, mais elle était aussi à court de solutions. En retirant ses talons et en retroussant les manches de son tailleur, Claire ignorait encore qu'au cours de ces 48 heures, elle allait découvrir que la véritable intelligence n'a rien à voir avec les diplômes accrochés au mur. Les premières heures furent un désastre d'incompréhension mutuelle. Claire m'observait démonter le moteur avec une méthode qui lui paraissait chaotique, sans protocole ni schéma. Je travaillais à l'instinct, touchant les pièces, les ressentant, écoutant des sons qu'elle ne percevait pas. C'était à la fois frustrant et fascinant pour elle.
J'opérais tel un chirurgien guidé par l'expérience, et non par la théorie. Je lui expliquais que chaque moteur est un orchestre où chaque pièce doit jouer sa partition. Si l'une d'elles est désaccordée, c'est tout le concert qui est gâché. Claire, habituée à ne se fier qu'aux données mesurables, découvrit que je pouvais sentir quand un composant était désynchronisé. Tandis que je travaillais, elle se mit à m'observer plus attentivement. Mes mains se déplaçaient sur les composants avec une aisance qu'elle n'avait jamais vue. Je ne consultais aucun manuel, n'effectuais aucun calcul, mais savais précisément où intervenir. C'était comme regarder un pianiste interpréter de mémoire une partition extrêmement complexe. Durant la première nuit, nous avons œuvré jusqu'à 4 heures du matin. Claire avait troqué son tailleur pour un bleu de travail que je lui avais prêté. Elle était couverte de graisse, les cheveux en bataille, les ongles abîmés. Pourtant, étrangement, elle se sentait plus libre que jamais. Dans le silence du garage, elle commença, elle aussi, à entendre ce que j'appelais la voix du moteur. Ce fut d'ailleurs Claire qui identifia le second problème, une boucle de rétroaction dans le système de refroidissement qui générait une instabilité dans la combustion. Elle l'avait compris en décelant une récurrence dans le bruit du moteur, exactement comme je le lui avais enseigné. Pour la première fois depuis notre rencontre, je la regardais avec une réelle admiration. Claire ressentit une fierté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Non pas pour un compliment académique, mais pour avoir enfin saisi ce que je tentais de lui transmettre. L'intelligence ne réside pas seulement dans la tête, mais aussi dans le cœur et les mains. Nous avions trouvé un langage commun, fait de gestes, de regards et d'intuitions partagées. Le second jour fut radicalement différent. Claire et moi avions atteint une synchronisation parfaite. Elle calculait, je ressentais. Elle théorisait, j'expérimentais. Ensemble, nous étions plus forts que n'importe quel ingénieur seul. Claire comprit que je n'étais pas un simple mécanicien, mais que je possédais une compréhension des moteurs qui transcendait les manuels. Je voyais des connexions qui échappaient aux autres, je comprenais des problèmes que les ordinateurs ne détectaient pas. J'étais comme un médecin qui diagnostique une maladie non pas par ses symptômes évidents, mais par des signaux quasi imperceptibles. Je parlais des moteurs comme s'ils étaient des êtres vivants, chacun avec sa propre personnalité. Dans l'atmosphère du garage, quelque chose changeait. Ce n'était plus seulement l'odeur de graisse et de métal, mais aussi une tension nouvelle, une attraction qu'aucun de nous n'avait anticipée. Claire se surprenait à observer mes mains pendant que je travaillais, à remarquer le mouvement de mes muscles sous mon t-shirt lorsque je soulevais des pièces lourdes. J'étais fasciné par l'intelligence de Claire, non pas cette intelligence froide et académique que j'avais imaginée, mais une intelligence vive, curieuse, capable de s'adapter et d'apprendre. Claire me confia qu'elle avait toujours suivi les attentes de sa famille en devenant ingénieure, mais que dernièrement elle sentait qu'il lui manquait quelque chose, que tout était trop théorique et déconnecté de la réalité. J'avouais que j'avais toujours eu peur de l'université. Dans le garage, j'étais le meilleur, mais je craignais de ne pas être à la hauteur dans un environnement académique. Claire me dit que j'étais plus intelligent que de nombreux professeurs qu'elle connaissait, mais avec une intelligence différente, celle qui n'a pas peur de se salir les mains. Vers le soir, nous réussîmes à isoler le problème principal, un défaut de conception dans le logiciel de contrôle qui interagissait mal avec la partie mécanique. Il fallait à la fois la compétence théorique de Claire et mon intuition pratique pour le résoudre. Elle devait reprogrammer le boîtier pendant que je modifiais physiquement le système d'injection. C'était un point de non-retour. Soit nous réussissions ensemble, soit nous échouions ensemble. Claire me regarda dans les yeux et me dit qu'elle me faisait confiance. Personne ne m'avait jamais accordé une confiance aussi totale. Je me mis au travail avec une précision chirurgicale, tandis que Claire modifiait le logiciel, tels deux danseurs en parfaite harmonie. À minuit, le moteur était prêt pour le test. Il démarra avec un ronronnement parfait, net et puissant. Plus aucun cliquetis, plus de vibrations anormales. Il était parfait. J'éteignis le moteur et me tournai vers Claire. Nous étions très proches, couverts de graisse, tous deux épuisés, mais heureux. Quand je m'approchai et l'embrassai, Claire ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, se sentit à sa place. C'était un baiser qui avait le goût de la graisse et des nouvelles possibilités, de deux mondes qui se rencontraient enfin. Les jours suivants furent les plus étranges de la vie de Claire. Le test du moteur chez Pinnacle Motorsports fut un triomphe. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à moi. Le PDG, euphorique,
parlait de contrats de 100 millions avec Ferrari. Claire souriait, mais au fond, elle était mal à l'aise. Le succès m'appartenait aussi, mais comment l'expliquer à son monde? Ce soir-là, elle retourna au garage. Je fermais boutique, encore dans mon bleu de travail sale. Quand il m'aperçut, mon visage s'illumina. Claire m'avoua que son patron voulait me rencontrer, mais j'étais réticent. Je n'appartenais pas au monde de Claire, je n'avais pas fréquenté ses écoles, je ne parlais pas leur langage. Claire s'emporta, disant qu'elle se moquait du monde académique. En travaillant avec moi, elle avait appris plus qu'en des années d'université. La différence entre moi et ses collègues était simple, selon elle. Eux savaient tout, mais ne comprenaient rien. Moi, je ne savais rien, mais je comprenais tout. Claire eut alors une idée révolutionnaire. Créer ensemble une entreprise qui unirait théorie et pratique. J'aurais les ressources pour expérimenter, elle aurait mon intuition. Quand j'hésitais à cause du garage familial, Claire proposa de venir s'installer ici. Nous ouvririons ensemble un laboratoire où nous pourrions à la fois réparer et concevoir des moteurs. La décision bouleversa nos deux familles. Les parents ingénieurs de Claire étaient anéantis. Tout gâché pour un mécanicien? Mon père était inquiet. Cette fille était trop haut placée pour moi, elle ne ferait que me faire souffrir. Mais Claire et moi avions quelque chose de plus fort que les préjugés sociaux, l'amour et la certitude d'être meilleurs ensemble que séparés. Nous nous sommes retrouvés à lutter contre deux mondes qui refusaient de se mélanger. Les collègues de Claire la prenaient pour une folle. Mes amis pensaient que nous visions trop haut, mais nous avions découvert que les différences peuvent devenir des forces, que le véritable amour ne regarde pas les diplômes, mais le cœur. Un soir, en tenant la main de Claire sous les lumières du garage qui devenait notre foyer, elle prit la décision finale. Elle se fichait de ce que disaient les autres. Je deviendrai son associé, en affaires comme dans la vie, unissant nos talents pour créer quelque chose d'unique au monde. 6 mois après cette première nuit magique, nous avions transformé Morrow & Fields en quelque chose d'inédit. Precision Dreams était un hybride parfait entre un garage traditionnel et un laboratoire d'ingénierie de pointe, où des ordinateurs dernier cri côtoyaient des clés à molette usées par le temps. Claire avait quitté Pinnacle Motorsports malgré des offres mirobolantes. Ses collègues disaient qu'elle était folle, qu'elle avait sacrifié une carrière brillante pour un caprice. Mais Claire n'avait jamais été aussi heureuse. J'avais accepté ces investissements pour moderniser le garage, créant un environnement où des instruments de diagnostic informatisés travaillaient aux côtés des vieux établis de mon grand-père. Notre premier grand projet arriva par hasard. Andrea Santini, un pilote de Formule 1, avait entendu parler du moteur miracle et nous apporta sa Ferrari de 3 millions d'euros. Il avait un problème subtil qu'aucun ingénieur de Ferrari n'avait su résoudre, une perte de puissance en ligne droite sans raison apparente. Grâce aux ordinateurs, Claire détecta une perte de pression de 0,3 bar dans le système de suralimentation. J'entendis, quant à moi, que le bruit du turbo était légèrement différent à l'accélération. Ensemble, nous avons trouvé la cause, une micro-fissure dans un joint qui ne s'ouvrait que sous une contrainte extrême. La réparation fut impeccable. Santini fut si impressionné qu'il parla de nous dans le paddock. Bientôt, pilotes, collectionneurs et constructeurs automobiles commencèrent à affluer. Tous voulaient à la touche magique de Claire et Julien, l'union du cerveau et du cœur, de la théorie et de la pratique. Le succès amena aussi son lot de défis. Les journaux commencèrent à s'intéresser à l'histoire de l'ingénieur princesse qui se salit les mains. Certains articles étaient romantiques, d'autres sarcastiques. Claire détestait l'attention médiatique, mais c'est moi qui en souffrais le plus, décrit comme le mécanicien ignorant qui avait séduit la brillante ingénieure. Claire me consola en m'expliquant que l'intelligence, ce n'est pas connaître des mots compliqués, mais comprendre les choses vraiment importantes. Nous avons commencé à prendre des cours du soir. Claire m'enseignait la gestion d'entreprise, je lui apprenais les secrets de la mécanique pratique qu'aucune université n'enseigne. Le moment le plus difficile survint lorsque Ferrari offrit officiellement à Claire 3 millions par an pour la débaucher. Je l'encourageai à accepter, mais Claire refusa. Elle avait compris que le vrai succès ne se mesure pas à ce que l'on gagne, mais au bonheur que l'on ressent chaque matin en se réveillant, et elle n'avait jamais été aussi heureuse qu'avec moi. Cette nuit-là, nous avons dessiné notre avenir. Un jour, nous ouvririons une école où ingénieurs et mécaniciens apprendraient les uns des autres, où la théorie et la pratique se rencontreraient pour créer des merveilles. C'était un rêve ambitieux, mais ensemble, tout semblait possible.
2 ans après cette nuit mémorable, Claire et moi nous apprêtions à vivre le jour le plus important de notre vie. Non seulement nous allions nous marier, mais nous inaugurions aussi la Precision Dreams Academy, la première école au monde où ingénieurs et mécaniciens étudieraient côte à côte. L'idée était née lorsque des étudiants de Polytechnique avaient demandé à faire des stages chez nous. Nous nous étions rendus compte que ces jeunes connaissaient énormément de théorie, mais étaient incapables de changer une simple bougie. En parallèle, de nombreux jeunes mécaniciens arrivaient avec des mains en or, mais sans les bases scientifiques pour comprendre les moteurs modernes. Nous avions créé un pont révolutionnaire, un lieu où celui qui sait penser apprend à faire, et celui qui sait faire apprend à penser. Le garage d'origine était devenu le cœur d'un complexe de 3000 mètres carrés. Il y avait des laboratoires informatisés, où les étudiants concevaient des moteurs avec des logiciels de pointe, des boxes équipées où ils les construisaient de leurs propres mains, et des salles de classe où des professeurs d'université enseignaient aux côtés de mécaniciens comptant 40 ans d'expérience. La Precision Dreams Academy comptait déjà 150 étudiants inscrits pour la première année. Des jeunes de Polytechnique Paris s'asseyaient à côté de fils de mécaniciens qui n'avaient jamais touché un ordinateur. Des filles diplômées en physique travaillaient main dans la main avec des jeunes qui avaient quitté le lycée à 16 ans mais savaient démonter un moteur les yeux fermés. Le programme d'études était révolutionnaire. Le matin, théorie pure avec des professeurs universitaires. L'après-midi, pratique salle dans les garages avec les meilleurs mécaniciens de France. Les étudiants apprenaient les lois de la thermodynamique, puis allaient les sentir appliquées dans de vrais cylindres. Ils étudiaient la chimie des carburants, puis mettaient les mains dans les injecteurs pour comprendre comment la combustion fonctionnait réellement. Le mariage fut célébré dans la cour de l'école, transformé pour l'occasion en un jardin des merveilles mécaniques. À la place des fleurs étaient exposés les plus beaux moteurs construits par les étudiants. Un V12 Ferrari, restauré par une équipe mixte, un moteur électrique entièrement conçu à partir de zéro, un système hybride prometteur. Les invités étaient un spectacle en soi, des professeurs de Polytechnique en costume cravate assis à côté de mécaniciens de Créteil en chemise du dimanche. Des ingénieurs de Ferrari discutaient avec des étudiantes de 19 ans en robes élégantes, mais avec encore des traces de graisse sous les ongles. C'était le monde dont Claire et moi avions rêvé, où les barrières sociales s'effaçaient devant la passion commune. Claire portait une robe blanche, simple mais élégante, choisie spécifiquement pour pouvoir se salir sans drame. Elle savait qu'elle voudrait montrer les laboratoires pendant la fête. J'avais opté pour un costume bleu foncé, qui me donnait une allure de prince, mais j'avais délibérément gardé mes mains un peu sales de graisse. C'était ma marque de fabrique. La cérémonie fut célébrée par le maire de Créteil, un ancien ouvrier de Renault. Il parla de 2 personnes qui avaient prouvé que l'amour le plus beau naît de la capacité à surmonter les préjugés. Le moment le plus émouvant fut le discours de mon père, Pierre, 82 ans, une vie passée parmi les moteurs. Il avoua m'avoir répété toute sa vie « Avec les mains sales, on mange mieux qu'avec la tête dans les nuages ». Il reconnut s'être trompé. Claire m'avait appris qu'on pouvait avoir les deux en même temps. Le père de Claire, Michel Dubois, admit son erreur. Il avait longtemps pensé que sa fille gaspillait son talent. Il comprenait maintenant qu'elle le multipliait. Pendant la fête, les invités visitèrent les laboratoires, émerveillés par des étudiants de 20 ans travaillant sur des projets de science-fiction. La plus grande surprise vint d'Andrea Santini. Ferrari avait décidé de financer une seconde antenne de l'école à Lyon. Peu après, Renault, Peugeot et Citroën annoncèrent de vouloir des partenariats. L'idée d'unir théorie et pratique avait conquis tout le secteur automobile français. Claire et moi allions devenir consultants pour toute l'industrie. L'offre était extraordinaire. Alors que la fête battait son plein, nous nous sommes isolés dans notre ancien laboratoire. Le premier moteur que nous avions réparé ensemble était exposé sous verre, avec une plaque racontant notre histoire. Je me suis souvenu de la plaisanterie de Claire sur le mariage. Elle disait maintenant que c'était la chose la plus intelligente qu'elle ait jamais dite. 3 mois plus tard, l'antenne de Lyon ouvrait avec 200 étudiants de 27 pays. Nous partagions notre temps entre Paris, Lyon et une nouvelle antenne à Toulouse, spécialisée dans les motos. Notre méthode pédagogique devint célèbre dans le monde entier. Le plus grand succès arriva lorsque notre première promotion de 130 jeunes fut diplômée. Les entreprises se les arrachaient. Ferrari, Lamborghini, McLaren, tous voulaient être les diplômés de la Precision Dreams Academy.
mais beaucoup choisirent de fonder leur propre start-up, créant ce que nous appelions la nouvelle génération d'artisans ingénieurs. 1 an après le mariage, nous étions considérés comme des visionnaires. Notre modèle s'étendait à d'autres secteurs, des écoles où architectes et maçons, stylistes et tailleurs étudieraient ensemble. Chaque soir, Claire regardait la bague de fiançailles que je lui avais offerte. Non pas un diamant, mais un petit engrenage d'or. L'amour aussi, lui avais-je dit, a besoin que toutes les pièces soient à la bonne place pour fonctionner. Notre appartement au-dessus de l'école était rempli de maquettes de moteurs. Au mur, les photos de notre mariage, mais aussi de couples formés dans notre école. La Precision Dreams Academy était devenue la preuve vivante que lorsque l'on abat les barrières, des merveilles peuvent naître. Notre histoire d'amour était devenue une légende, mais pour nous, c'était simplement la vie. Chaque jour, nous nous réveillions en sachant qu'ensemble nous pouvions tout réparer, tout concevoir, tout rêver. Et le plus beau, c'est que nous inspirions des milliers de jeunes à croire qu'eux aussi pouvaient unir des mondes différents pour créer l'avenir, avec leurs mains et leur cœur. La docteure et le mécanicien avaient prouvé que lorsque 2 âmes s'emboîtent parfaitement, elles peuvent changer le monde.